Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur la 3e épisode du Mike Show, le podcast où on explore les parcours de ceux qui osent, qui se réinventent et qui repoussent leurs propres limites. Alors ici, il n'y a pas vraiment de format rigide, mais simplement des conversations sincères et inspirantes avec des invités d'univers divers et variés. Alors ça peut être des sportifs de haut niveau, des créatifs, des entrepreneurs ou simplement des gens qui ont impacté leur domaine de prédilection. Ils ont quelque chose en commun, c'est une histoire à raconter et des expériences à partager. J'ai à la fois le plaisir, l'honneur et la fierté de recevoir sur mon émission une icône du basketball français, celui qui a été drafté en 11e position par les Golden State Warriors, qui fait partie de cette cuvée incroyable, LeBron James, Carmelo Anthony, qui a fait 10 saisons NBA, 557 matchs, et qui a fait une finale iconique face à mon joueur de cœur, mon joueur que j'ai toujours aimé, Kobe Bryant, et qui a notamment gagné aussi 2 titres de champion de France avec Portez, une Coupe de France, la Semaine des As à l'époque, 44 sélections en équipe de France et une médaille de bronze en 2005. Alors celui qu'on surnomme Air France, the one and only, le seul et l'unique, Mike Pietrus. Ça va, Mike? Comment tu vas? Ça va très bien. Hein. Je t'ai vu, tu as bien fait l'atterrissage des Air France. Ça me rappelle des bons souvenirs, tout ça. Qu'a fait? Ça va? Ouais, ça va. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec moi. Je sais que voilà, tu as un agenda super occupé, mais tu as toujours cette disponibilité pour tes jeunes frères. Et en tout cas, moi, je suis vraiment content de t'avoir. Mais toi, comment tu te sens aujourd'hui? Écoute, je me sens bien. On a fait la NBA Europe Tour il y a la semaine dernière avec les Orlando Magic qui sont venus à Berlin et à Londres. C'était formidable. Et puis, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait retrouver dans les prochaines années ici en Europe avec une ligue NBA Europe. On aura l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que la NBA nous a manqué. L'année dernière, on a eu la chance de voir Victor qui est venu à Paris. Mais une question traditionnelle, Mickaël. Moi aussi, je m'appelle Mickaël comme toi. C'est simplement te présenter à nos téléspectateurs, dire en 2-3 mots qui tu es. Écoutez, moi, je suis Mickaël Pietrus, ancien joueur de basket, quelqu'un qui a toujours le sourire, quelqu'un qui reste toujours positif et quelqu'un qui aime le basket et qui aime la présence des gens, qui aime le respect et le savoir-vivre. Okay. C'est comme ça que je peux me qualifier. Après, au niveau de ma carrière, je laisse les gens parler de ma carrière parce que moi, je suis pas quelqu'un à dire ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Bien sûr. J'ai essayé de vivre les bons moments sur le terrain en côtoyant les meilleurs joueurs du monde. Et puis, je fais partie d'une belle génération dorée. Et puis, franchement, c'est que du bonheur. Non, clairement, tu as fait partie de ces pionniers du basketball français. On aura l'occasion d'en parler. Mais moi, pour ma part, j'ai commencé le basket via mon papa, qui fut un ancien sportif, maintenant paix à son âme. Moi, je voulais comprendre un petit peu la jeunesse de ton histoire. Comment ça se fait que voilà, un jeune Guadeloupéen, t'as voulu faire du basketball, ça aurait pu être du football, ça aurait pu être de la boxe. Comment ça se fait que toi, t'es arrivé au basketball? Au fait, avec Florent Pietrus, qui est mon frère. Bien sûr. Et on est arrivé au basket parce qu'on avait un grand frère, Ronnie Coco, qui jouait au basket à Pau. Okay. Et donc, à l'époque où on avait les matchs de basket de Pau Orthez qui passaient sur France 2 ou France 3. Et donc, à l'époque, c'était gratuit. Oui. Je dis que c'est plus gratuit. Et donc, il nous faisait rêver, au fait. Et on s'est dit un jour qu'on avait ce rêve de pouvoir aller à Pau Orthez et de pouvoir jouer au plus haut niveau. Bien sûr. Et donc, Florent, il est parti en 96. On a été faire les essais tous les deux. Et moi, ils m'ont pas gardé. Et donc, en repartant, je leur ai dit que... Ça t'a piqué, ça? Moi, ça m'a piqué. Oh, bien sûr, ça m'a piqué. Mais après, j'avais raison. Je leur ai dit que je repars, mais je reviens. Oui. Et le jour où je suis arrivé, je leur ai dit, je vais être la raison pourquoi vous allez gagner des titres. Même si pour Orthez, c'était une belle écurie. Hein. Bien sûr. Mais moi, c'est comme ça qu'on m'a guidé. Et donc voilà. Donc, moi, je suis arrivé à Pau en 98. Flo était déjà là. Et puis, après, c'est que l'histoire écrite. Ok. Donc, si j'entends bien dans cette histoire, quelque part, le fait que, voilà, ton frère qui a eu aussi une magnifique carrière, d'ailleurs, qu'on salue, ça a été quelque part aussi un élément important dans ton développement et aussi dans ton envie de te surmonter, de te dépasser.
et peut-être de te fomenter voilà cet état d'esprit de champion, de vouloir concurrencer aussi ton frère simplement voilà dans ta conquête de hisser un peu ta carrière au très très haut niveau. Moi, je pense que c'était une belle histoire. C'est-à-dire que le fait que Flo soit à Pau 2 ans avant moi, je suis arrivé après. Donc, notre but, c'était d'écrire notre propre histoire. C'est-à-dire, c'est de retrouver tous les deux et de pouvoir créer quelque chose que j'ai entendu à l'époque. C'est-à-dire qu'on a entendu les frères Gadou, oui. les frères ceci, les frères cela. Donc, nous, on voulait créer l'histoire des frères Pietrus. Et donc, je pense qu'en venant de la Guadeloupe, on voulait rendre fier notre grand-mère, qui est toujours en vie d'ailleurs. Et donc, c'était ça notre motivation, c'est de pouvoir aller au plus haut niveau de soi-même. Et c'est ça qui m'a motivé. C'est pour ça que je voulais être un joueur NBA, parce que j'en ai tellement rêvé à l'époque aux Antilles en regardant Michael Jordan. Et donc, pour moi, tout ce rêve a été une réalité. Clairement. Et puis moi, j'ai eu la chance, je fais partie de ces jeunes qui ont pu jouer contre toi à l'époque, déjà en 2003. Vous nous avez lavé à Châlons en demi-finale, c'était quelque chose d'impressionnant. Et c'est vrai que voilà, votre parcours avec Boris Dio, Arthur Drosdorf, j'imagine quand même que tu dois garder des souvenirs indélébiles de ce passage à Portez. Et puis tu sais quoi, Mike, je suis quand même, je me dis comment ça se fait qu'ils n'ont pas encore mis ton maillot. Ça, c'est un débat, on va en parler. Peut-être que tu pourras me dire, parce que j'estime que vraiment, t'as impacté le basketball français, mais à tous les niveaux. Et les gens ne se rendent pas compte, au fait, qu'aujourd'hui, on voit cette nouvelle génération, tous ces jeunes qui arrivent. Mais tu fais partie de ces pionniers avec les Tony Parker, les Tariq Abdul-Wahad, tous ces gars. Vous avez permis à cette jeune génération d'arriver. Et c'est une réalité. On peut dire tout ce qu'on veut. J'ai envie d'avoir un petit peu ton regard sur toutes ces questions. Moi, mon regard, déjà, pour commencer, c'est vrai que on avait une belle génération à Pau et que on n'avait pas assez de détergents. Tellement qu'on en avait tout le monde. Et que nous reste plus de détergents. Non, je pense que c'est, je peux pas expliquer. Moi, je suis pas demandeur de pouvoir, de dire que j'ai fait ci, j'ai fait ça, donc je mérite que mon maillot soit retiré. Non, moi, je laisse ça au club de décider. Et donc, après, c'est une question difficile parce que moi, je suis pas quelqu'un de demandeur. Moi, j'ai toujours voulu être un exemple dans ma vie pour les jeunes d'aujourd'hui et les jeunes de demain. Donc, moi, je garde le sourire tous les jours. Et j'essaie d'apporter ce plus avant mes 50 ans. Dans 6 ans, j'ai 50 ans, donc c'est bientôt la fin du basket pour moi. Non, c'est ce que tu le fais et tu le fais vraiment très bien. Et c'est vrai que c'est rare de t'avoir. Les gens s'en rendent pas compte d'avoir Mike Pietrus avec nous. C'est un privilège exceptionnel. Mais justement, pour continuer sur ta carrière, on parle justement de cette draft qui est arrivée assez vite quand même, parce que moi je fais partie encore une fois de ces gens qui ont pu voir ça, parce que cette génération encore dorée qui était incroyable, d'être drafté comme ça dans une très très grande ligue, la meilleure ligue au monde, par cette équipe de Golden State. Quand t'as appris cette nouvelle-là, qu'est-ce que ça t'a fait toi? Parce que c'est quelque part aussi le rêve de tous les basketteurs de très haut niveau. Au fait, ce jour-là, je pense que j'ai pas réalisé vraiment ce que c'était la NBA. Parce que j'ai commencé franchement à comprendre la NBA, parce qu'à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas les vidéos, on pouvait pas voir, c'est rien à voir avec aujourd'hui les réseaux sociaux. Et donc, moi, au fait, avec Boris, on devait jouer l'Asvel et on a perdu à l'Asvel. On avait un jet privé qui nous attendait pour nous amener à New York. Okay. Et donc, le président Seyan, il a dit, personne ne part. Parce qu'on pensait qu'on allait gagner. Et donc, on repart à Pau, faire la belle. Et puis, moi, mon manager, Raoul Ramdin, il me réveille, il me dit, tu vas à San Francisco chez les Warriors. Et tu dis, c'est où San Francisco? Moi, je me suis dit, c'est où? Moi, je connaissais pas la carte, à part New York. Oui. Je connaissais pas la carte des États-Unis. C'est une grande ville, absolument. Et donc, il me dit San Francisco. Donc, à l'époque, à la maison, j'ai pas de globe, j'ai pas de carte, il y a pas Internet et on peut pas voir la carte mondiale. Donc, je me dis, OK, je vais à Golden State, et après, je vais me rendormir. Et puis, le lendemain, je me réveille, on joue la belle.
Et c'est là que j'apprends vraiment que Odo et San Francisco, les Warriors, c'est une équipe qui est en reconstruction avec Jason Richardson. Et puis on a fait venir Baron Davis, Stephen Jackson, Matt Barnes, Monte Ellis, le We Believe One. Oui. Et donc non, c'était une belle histoire qu'on a créée encore à Golden State. Mais j'ai passé franchement des bons moments entre ma carrière à Pau, ma draft et partir aussi en NBA avec Boris Diaw, parce que ça fait des années qu'on joue ensemble et ça fait partie de notre grosse génération 82, Tony Parker, Boris Diaw, Ronny Turiaf et moi-même. Donc, je pense que c'est une belle histoire que je trouve qu'on n'en parle pas assez en France. Absolument. Et je trouve qu'on peut avoir un impact sur nos jeunes de demain et on peut avoir un impact sur 2028 parce qu'on sait pas quels joueurs seront en équipe de France pour aller remporter cette première médaille d'or. Non, clairement. Mais justement, pour parler des États-Unis, parce que t'as quitté Pau, alors Guadeloupe, Pau, après les États-Unis, on sait que quand on arrive aux États-Unis, c'est un mindset qui est complètement différent. Les Américains, c'est everything's possible. J'imagine quand t'es arrivé là-bas, t'as dû avoir un choc de culture, que ce soit basket, à tous les niveaux. Comment tu peux décrire un peu ça pour les jeunes basketteurs, les téléspectateurs? Au fait, choc de culture, j'ai jamais eu un choc de culture. Okay. Parce que... T'étais déjà toi-même un Américain. Mais non, parce que tu sais, à l'époque, nous, on se sentait comme un Américain. On jouait comme un Américain. Et donc, tout le monde voulait être un Américain. Clairement. Il y avait que Tony qui avait le vrai Américain, le No Parker. Ouais, c'est clair. Mais nous, on avait de Pietrus. Nous, on avait, voilà. Et donc, nous, moi, je me rappelle, on voulait jouer comme James Scott, qui était à Montpellier, avec des Marcus Brown qui est passé. Il y a beaucoup de joueurs américains qui sont passés par la France. Ouais. Mais nous, on s'est jamais senti dépaysés. C'est-à-dire que là où je me suis vraiment senti dépaysé, c'est mes premiers jours d'entraînement. Au bout de 15 minutes, j'avais l'impression d'avoir fait 2 heures. Ouais. Et je me suis dit soit je me remets à niveau, ou sinon il va y avoir un problème. Et donc je me rappelle un jour, j'étais tellement fatigué. Et le coach, il y a un coach qui s'appelle Keith Smart. Il me dit, hey Frenchie. Il me dit, make sure you don't take the plane back to France. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? De reprendre l'avion pour la France? Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que tu te réveilles. Et moi, là, c'était ça un déclic. Et donc, je m'entraînais avec lui tout le temps, tous les jours. Et c'est lui qui m'a remis à niveau du niveau NBA. Parce qu'aux États-Unis, il faut travailler tout le temps. Absolument. Il n'y a pas de repos. Et c'est là que j'ai compris le mindset. Absolument. Si tu veux réussir, il faut travailler. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer aux jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème du basket français aujourd'hui... On aura l'occasion de revenir là-dessus. On va revenir dessus. Ça, c'est sûr, c'est un sujet qu'on va aborder. Mais tu le dis très bien, Mike, 10 saisons à NBA, c'est pas donné à tout le monde. L'excellence, c'est pas un acte singulier. Du coup, qu'est-ce que toi tu retiens encore de plus par rapport à cette expérience NBA, toutes les équipes que tu as pu côtoyer, et puis notamment cette finale iconique, parce que c'est quelque chose qui nous a marqué, hein. Quand tu joues une finale, quand tu joues en NBA, tu peux avoir un impact sur quelqu'un qui regarde. Et moi, je me rappelle en 2009, et c'est ma fierté, je le dis, c'est ma fierté. J'ai eu un impact sur l'un des meilleurs joueurs du monde et qui va être l'un des top 3 joueurs de la NBA, qui est Stephen Curry. Et lui-même l'a dit. Et moi, je comprenais pas pourquoi, à chaque fois que je jouais Golden State, quand j'étais à Orlando, il venait me voir. Et j'avais pas fait le calcul. Au fait, il avait fait un tweet. Après, il était venu en France dans les médias disant que moi, je voulais faire une carrière à la Michael Pietrus. Et donc, je me suis dit, moi? Mais c'est là que mon mindset, il a fonctionné. De ce qu'on fait, oui. Ouais, mon mindset, il a fonctionné. C'est pour ça que je dis souvent, j'ai toujours voulu être un exemple, toujours aujourd'hui pour mes enfants, pour les jeunes basketteurs en France, les espoirs aujourd'hui, on peut avoir un impact parce qu'on était les premiers avec Tony Parker encore, Boris et Ronny, à vraiment avoir la NBA en France. Non, clairement. En plus, on le voit. Moi, quand je regarde tes vidéos, et puis j'ai joué contre toi, t'as toujours ce sourire, t'as toujours cette envie de partager quelque chose de positif. Et je trouve que c'est très, très important parce que maintenant que j'échange beaucoup avec toi, je trouve que t'as toujours ce côté où tu veux transmettre quelque chose de positif. T'es toujours dans la positivité. Et ça, c'est rare.
Et ça, c'est une énergie que voilà, tous les gens qui nous écoutent, ils doivent s'en inspirer. Il y a très peu de gens comme ça, et ça, j'apprécie beaucoup ça chez toi. Alors, une de tes spécialités en NBA, c'était le shoot dans le corner, la défense. Tu as parlé justement voilà, de ton passage face à Kobe Bryant. Tu as également défendu aussi sur LeBron James. C'est quoi les différences entre ces deux joueurs, LeBron, Kobe? Ben, pour venir au shoot à 3 points dans le corner, au fait, c'était une stratégie de jeu. C'est-à-dire que, étant donné que je savais qu'il y avait des meilleurs joueurs devant moi, Bien sûr. il y avait des talents comme Baron Davis, mais j'ai calculé le mouvement de la balle et je me suis rendu compte que 80 à 85% la balle passe par la ligne de fond dans tous les systèmes. Et je me suis dit, swing, là où il faut un shoot, c'est dans le corner. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas d'ailleurs. Beaucoup de tirs dans le corner NBA. Et donc, je me suis dit que je allais me mettre là et j'allais essayer de devenir un master dans le shoot à 3 points dans le corner. C'est pour pouvoir avoir des shoots gratos. Et ça fonctionnait jusqu'à temps où j'ai été étiqueté shooter à 3 points du corner. Waouh, incroyable. Mais du coup, alors, LeBron, Kobe, c'était plus difficile de défendre sur qui? Kobe, LeBron, parce que LeBron, ça reste quand même toujours un des soldats des 2003, hein, c'est cette cuvée-là. De le voir aujourd'hui encore performer, quelles étaient vraiment les particularités entre les deux joueurs? Ils sont tous les deux différents. Oui. Ok. Et les deux m'ont lavé. Je me suis fait laver par les deux. Honnêtement, moi je trouve que t'as quand même contesté beaucoup de tirs à Kobe, hein. Parce que j'ai regardé toutes les finales. J'ai voulu prendre le challenge. J'ai voulu prendre le challenge. Je me suis dit, c'est le meilleur joueur du monde. Ouais. Je vais essayer. Je vais essayer de le faire déjouer. Et c'est là que, en playoff, il est venu me voir et il me dit, lui, il est venu me voir, hein. Kobe, hein. Ouais. Il parle à personne. Il est venu me voir et il me dit, comment ça se fait, tu connais tous mes moves? Je me suis dit, moi, tu parles à moi? Oui. La vidéo. Je dis, ouais. J'ai dit, écoute, si tu mets 60 points, c'est normal, t'es Kobe Bryant. Et par contre, tu mets 25 ou 30, par contre, le crédit, c'est pour moi. Ouais. Mais en playoff, pendant la finale, il shootait 8 sur 46. Bien sûr. 10 sur 48. Et donc, je me suis dit que, bon, je vais essayer de faire gagner Orlando 1 ou 2 matchs et de concurrencer la génération 95 avec Penny, Shaq et Nick Anderson. Bien sûr. Donc ça a bien fonctionné, mais après c'est deux gros joueurs, deux gros calibres, et donc moi ça m'a fait très plaisir que LeBron y joue aujourd'hui parce qu'il fait partie de ma draft de 2003. Clairement. C'est le dernier soldat qui nous reste. Et puis non, c'est deux gros joueurs que j'ai pris le plaisir à défendre, et puis il y a des fois ça passait, il y a des fois ça passait pas, mais après le but, c'est de les côtoyer, de prendre du plaisir avec eux. Absolument. J'ai envie d'aborder ta carrière en équipe de France. Personnellement, pour ma part, moi, je voyais ton niveau de jeu et puis comment tu avais progressé aussi, parce que je me rappelle du Mike Petrus quand il était à Pau, qui driblait pas très bien, et t'arrives en NBA, t'avais rajouté ça aussi dans ton jeu, t'étais capable de bien dribbler, de faire des moves, et le fait de pas t'avoir trop vu en équipe de France, qu'est-ce que toi tu gardes de ça, même si c'est vrai qu'il y a une médaille en 2005, mais voilà, moi j'aurais aimé voir un Mike Petrus à 150 sélections. Est-ce que toi tu le vis comme ça, toi? Moi je le vis, j'étais un peu en équipe de France, j'étais un peu carpe diem. On me prend pas, j'adapte ma vie en fonction des choix qui sont prises, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'était de l'incompris au fait. Oui. C'est-à-dire que ils avaient un joueur de caractère et qui aimait gagner, qui faisait tout pour gagner, mais il avait son propre style de jeu. Absolument. Et on avait ce début de génération où je trouvais que le système et le mode de fonctionnement à la française ne fonctionnaient plus. Juste pour faire une petite parenthèse, quand tu parles de caractère, souvent c'est mal interprété en France, et c'est ça que je trouve qui est un peu dommage, parce que on a besoin d'avoir des différents soldats, différentes personnalités. Il faut savoir converger nos forces avec tout le monde. Et moi, je trouve que tu aurais pu apporter tellement à l'équipe de France. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que j'aurais pu beaucoup apporter, mais après, j'ai pas voulu forcer non plus. Oui, je comprends. Donc, moi, j'ai voulu. Les mecs, ils ont pris des décisions. Moi, j'ai respecté. Après, il y a des fois, ils m'appelaient, il y a des fois, ils m'appelaient pas. Mais moi, j'ai jamais compris pourquoi on me disait, t'as été formé en France, on est fier de toi. Mais en équipe de France, t'as pas le niveau.
t'as trop un jeu américain que le jeu français. Alors que ça faisait 1 ou 2 ans que j'étais parti en NBA. C'est vrai que la charge de travail américain change ton comportement, la façon dont tu as évolué. Quand je prends, et puis il y a de plus en plus de joueurs comme ça maintenant. Aujourd'hui, Nadir Rifi, tout ça. Enfin. Ouais, voilà. Donc, moi, je pense que c'était une carrière équipe de France et c'était incompris au fait. C'était l'incompréhension un petit peu. Ouais, voilà, c'était l'incompréhension. Peut-être que j'étais mal joué dans le jeu, jouer dans le jeu, voilà. Et donc, moi, j'étais surtout la nouvelle génération où il fallait jouer rapide, il fallait shooter de suite. C'est-à-dire que le but d'un système, c'est de faire déjouer la défense. Absolument. Et si on a une opportunité de faire jouer la défense sur une attaque, il faut la saisir. Et c'est la NBA d'aujourd'hui, hein. Mais voilà. Non, mais moi, j'ai jamais compris. On fait un système pendant 15 minutes, mais il faut aller au bout. Ouais, ça sert à rien. Moi, vaut mieux me donner des pop-corn avec un verre de vin ou un verre de champagne. Moi, je vais abandonner. Ouais, c'est incroyable. Du coup, ça t'amène à ta fin de carrière où, voilà, on parle souvent de cette fin de carrière qui est pas évidente parce qu'il faut la préparer. Est-ce que toi, tu l'as vécu juste comme un épilogue ou tu l'as préparé ou ça a été, voilà, t'as eu des moments de down, comment tu t'es restructuré parce que quelque part, notre vie, elle est quand même chargée quand on est athlète de haut niveau. Et comment ça a été pour toi et puis notamment avec tes nouvelles fonctions d'ambassadeur de la NBA? Moi, j'ai commencé à préparer ma retraite le jour où j'ai commencé à jouer en NBA. C'est-à-dire que en NBA, vous avez tellement une charge de travail qu'une blessure peut arriver à n'importe quel moment. Absolument. Donc moi, j'essayais de prendre du plaisir chaque jour et je me disais tomorrow is another day. Et je prenais jour par jour. Et après 10 ans, bon, on a des séquelles parce qu'il y a des fois, on avait un coach, Stan Van Gundy, lui, c'était à l'entraînement tous les jours, c'était un combat tous les jours. Ouais. Donc il y aura des séquelles sur quelques joueurs. Et donc, non, moi, j'ai commencé à préparer ma retraite. C'est-à-dire que depuis des années, j'entendais que quand on est à la retraite, il y a beaucoup de joueurs qui sont en dépression. Et moi, je vais préparer ma retraite dès mon premier match à Golden State. C'est-à-dire de ne jamais attendre la retraite et le jour où ça arrive, ça arrivera. Absolument. Et donc, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et après, quand ça s'arrête vraiment, la plupart se demandent qu'est-ce qu'on fait. Ouais. C'est vrai qu'on a du temps dans les mains. On essaie de s'occuper. Bien sûr. Et puis, moi, quelques années après, je suis devenu ambassadeur de la NBA. Donc, notre but, c'est de faire la promotion de la NBA, faire des camps et d'apporter ce que je trouve intéressant, ce côté NBA en Europe qu'on n'en avait pas. Absolument. Et donc, je trouve que je le prends avec le sourire, c'est bien, tu rencontres du monde, mais tu vois, ce qui est bien avec le basket, c'est que tu peux changer de pays, tu peux changer de langue, mais le basket, parle la même langue. Absolument. C'est ce que je trouve beau. Non, c'est ce que j'aime bien quand je voyage, je vois d'autres gamins qui aiment ce sport. Alors, je partage cette pensée-là. Et d'ailleurs, je te remercie particulièrement parce que à chaque fois, je t'ai demandé tes services. T'es toujours venu dans notre région, les Yvelines, pour participer à nos camps de basketball, aider les gamins, parler avec eux. Et je te le dis, il y en a beaucoup qui ont été inspirés par rapport à ça. Et ils te demandent d'ailleurs. Donc encore une fois, merci à toi pour cette disponibilité. J'ai envie d'aborder encore d'autres débats par rapport au basketball français, mais aujourd'hui, on va parler un petit peu de la NBA, de cette NBA moderne où tout le monde, il y a un foison de tirs à 3 points, tout le monde dégaine à 3 points. Qu'est-ce que toi tu penses de cette évolution? Qu'est-ce que tu penses aussi de Wemby qui est issu de cette région, le Chenet qui est la tour Eiffel du basketball français? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça toi aujourd'hui? Moi, je pense que chacun sa génération. Ok, j'aime pas comparer les générations, disant qu'on était mieux avant, eux avant nous, ils étaient mieux, parce que si on dit qu'on était mieux mieux que la génération actuelle, ça veut dire que Jordan peut dire on était mieux que la génération après nous. Non, moi, j'aime pas comparer. Il faut juste aimer le basket. Et c'est une autre façon de jouer. Ouais. Il shoot plus à 3 points. Le recrutement est basé sur l'IA. Oui. Le recrutement, il y a plus de côté humain. Oui. Donc, je dirais que ça change de chaîne tous les jours. Donc, un jour, c'est sur là. Un jour, il faut prendre un abonnement sur une autre chaîne. Donc, ça va très vite. Oui. Donc,
Non, moi, je pense qu'il faut regarder le basket, aimer et sans juger. Moi, je ne juge personne, je ne juge aucun joueur. Moi, tous les joueurs français, s'ils sont là en NBA, c'est qu'ils ont un potentiel, ils ont réussi. Donc, on n'a pas le droit de les critiquer. Bien sûr. Et donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir notre monument français qui est Victor Wembanyama. Ouais. Mais comment on fait alors pour rester 10 ans, 15 ans NBA? Parce que c'est vrai que il faut y aller. On a dit tout à l'heure que l'excellence, c'est pas un acte singulier, c'est les joueurs qui arrivent à jouer 10 ans, 15 ans, 20 ans. On parle de LeBron qui est un cyborg, qui fait encore là sa 21e saison. On a quand même beaucoup de joueurs français qui arrivent en NBA et qui n'arrivent pas à rester. Est-ce que il y a des soucis à ce niveau-là? Pourquoi ils n'arrivent pas à rester plus longtemps? Moi, parce que je pense qu'à l'époque, notre génération, on était une génération qui avait faim et qui voulait aller à la conquête des États-Unis, à la conquête de la NBA. Aujourd'hui, je trouve que les générations, ils ont de beaux talents. C'est une belle génération, mais qui n'ont jamais été, ils n'ont jamais fait face à la dureté, au fait. Ouais. Et donc, c'est pour ça que moi, je leur dis souvent de parler aux anciens. C'est-à-dire que même avec le petit Rizaché qu'on voit, qui a un talent, qui a un très gros potentiel, mais je trouve qu'il est un peu trop mignon sur le terrain. Bien sûr. Et donc, c'est le faire en sorte de lui parler et de lui montrer comment ça se joue le vrai match NBA et quoi les Américains attendent de lui. Donc bon, après c'est un style différent, c'est voilà, mais on peut juste les accompagner et les souhaiter le meilleur. Mais quelque part, il y a beaucoup de joueurs NBA aussi qui en parlent beaucoup de ça, du fait que il manque beaucoup de vétérans, il manque, voilà, c'est une ligue qui est gavée de plein de jeunes joueurs, des joueurs qui ont 22, 23 ans, qui ont des gros contrats. Mais quelque part, il faut aussi apprendre le métier. On le voit avec, voilà, ces traditions de San Antonio, qui a l'habitude d'avoir des joueurs expérimentés qui accompagnent ces jeunes générations. Et quelque part, peut-être ça manque aussi, Mike, dans les vestiaires. Quand on voit un garçon comme Ja Morant, par exemple, qui a un talent incroyable, qui nous a brûlé la rétine avec ses actions acrobatiques. Et on le voit maintenant sur ces 2 dernières saisons, il n'arrive plus du tout à avancer. Ouais, c'est vrai qu'il faut une balance dans les vestiaires entre les anciens et les nouveaux joueurs pour bien équilibrer les nouveaux joueurs afin que les anciens partent partent à la retraite en laissant leur image sur les nouveaux joueurs. Mais aujourd'hui, le basket a complètement changé. Oui, c'est clair. Après, c'est question de salaire, c'est question encore une fois, c'est l'IA qui fait les équipes, c'est plus l'être humain qui fait les équipes NBA. Donc, est-ce qu'il faut plus d'anciens dans les vestiaires? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut, non, moi, je pense que la NBA, ils ont laissé un peu trop de liberté aux jeunes. Clairement. Nous, à l'époque, on était sanctionnés quand il y avait une technique. Il faut se le dire. Des joueurs aujourd'hui, à 50 millions, ils ont aucun risque. T'insultes l'arbitre, tu prends 25 000 sur 50 millions annuels, c'est quoi? C'est rien. Ouais. Donc, je pense que si la NBA, à chaque technique, ils mettaient à peu près 1 à 2 millions d'amende, là, je pense que ça aurait été différent. Mais après, moi, je trouve que la NBA, quand même, c'est une belle ligue. Ouais. Je pense que elle est très jeune, ça reste une belle ligue quand même. Ouais. Mike, est-ce que tu as des regrets? Parce que moi, je sais que t'es carpe diem. T'es quelqu'un, voilà, tu te soucies pas de beaucoup de choses. Mais est-ce que tu as eu des regrets dans ta carrière ou s'il y avait quelque chose que tu aurais aimé faire différemment? Au fait, moi, j'ai jamais eu de regrets. Le seul regret que j'ai aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ma carrière, mais c'est à voir avec la finale de 2009, mais par rapport à la mort de Kobe, où tout le monde voulait voir jouer LeBron contre Kobe en finale. Oui, c'est vrai. Et moi, ça a toujours été un mystère pour moi. En fait, ça aurait donné quoi, au fait? Ouais. Et je dis pas parce qu'on les a battus, mais avec du recul, je me dis, ça aurait été pas mal. Ouais, c'est vrai. Ça aurait été. Et donc, je pense que c'est le regret de tout fan de Kobe et LeBron. Ils ont pas pu voir en finale Kobe affronter LeBron. Moi, je pense que Kobe l'aurait gagné. Hein. Non, moi, je pense aussi. Moi aussi, je pense que Kobe il aurait lavé. Mais c'est vrai que ouais, ça nous a tous impacté cette black mentality, Mamba mentality, et de voir que Kobe est plus là, c'est quand même quelque chose qui continue à nous marquer. Qu'est-ce que tu peux dire à la nouvelle génération de basketteurs, de sportifs, si tu avais quelque chose à leur dire
parce que souvent les gens se font beaucoup de rêves, ils veulent arriver au très haut niveau, et ils pensent que tout le monde peut y arriver, mais tu sais que voilà, il y a très peu d'élus, Mike, pour y arriver au très haut niveau. Moi, j'ai pas de conseils pour les jeunes joueurs. Moi, ce que je vois sur le terrain, j'aurais plutôt des conseils sur la nouvelle génération de coachs. Je trouve qu'aujourd'hui, ils font plus d'efforts à coacher nos jeunes. Absolument. Ok. Quand je vais sur les terrains de basket et que tu vois des shoots claqués, tu te dis qu'il y a un problème. Ils font pas d'efforts sur la gestuelle du shoot de nos gamins aujourd'hui, et je sais pas ce qu'ils font sur un terrain. Eux, ce qu'ils savaient pas à l'époque, ils engueulent nos gamins et disent que tu dois faire ça, alors que eux le savaient pas. Ouais. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a plus de centres de formation. Il y a quelques centres de formation qui sont très stricts, ok. Mais nos jeunes aujourd'hui, je sais pas dans quelle direction on va, mais elle est pas bonne. Donc, soit on revient comme à l'ancienne et on prend du temps à éduquer et apprendre nos enfants à jouer au basket. Parce que là, ça devient très grave. Ouais. Moi, c'est le seul conseil que je peux donner, c'est d'apprendre et éduquer nos jeunes à jouer au basket de la meilleure façon possible. Non, je suis d'accord avec ça. Je suis vraiment d'accord avec ça. Pourtant, en plus, le basketball français a tellement évolué, hein. Il y a une diversité de joueurs. Quand on voit le nombre de licenciés qui a tellement augmenté, par exemple, ici, nous, dans notre région, il y a 13 300 licenciés, 56 clubs de basket. On voit le basketball 3-3 qui continue à se démocratiser avec l'impact de Wemby dans la région. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de mieux former nos joueurs, parce que je suis persuadé qu'on peut avoir beaucoup plus de joueurs français encore en NBA, parce que quand on regarde aujourd'hui la locomotive du basketball français, que ce soit Monaco, Paris Basket, même l'Asvel, même si cette année c'est difficile pour eux en Euroleague, on se dit quand même que en vrai la France, on devrait être juste après les États-Unis, ça devait être nous en fait en vrai. Oui, c'est vrai, parce qu'on a quand même le pays européen qui produit le plus de joueurs NBA. C'est une évidence. Donc, peut-être qu'il y en a d'autres qu'on a ratés aussi. Oui. Il y en a peut-être qu'il y en a qui ont abandonné. Mais c'est pour ça que aujourd'hui, la formation française, elle est reconnue. Moi, je parle pas des centres de formation. Moi, je parle des clubs Oui. qui forment les jeunes avant d'arriver au centre de formation. Absolument. Là, ils font pas d'efforts. Absolument. Là, il faut qu'on fasse de l'effort. C'est pour ça, de temps en temps, je fais un camp de basket qui s'appelle le Next Level Camp. C'est pour montrer aux jeunes joueurs qu'au bout de 2 minutes, vous êtes fatigués. Oui. Et on ne fait pas de cardio. On ne fait pas de cardio. Moi, je peux pas rentrer dans une salle et voir des jeunes de 15-16 ans ne pas courir. C'est pas possible. Avec moi, il faut courir. C'est clair. Et donc, je sais pas comment font les coachs. Ils font pas de cardio. Faut aussi arrêter les réseaux sociaux, les téléphones, toutes ces choses-là. Mais tu vois, c'est pas aussi évident pour les jeunes. Aujourd'hui, je vois plus de Jamorant, des chaussures de Jamorant que de basketteurs sur le terrain. C'est pas une critique, hein. Ouais, Pas pour critiquer sur les réseaux sociaux, hein. Attention, hein. Non, c'est, franchement, il faut que nos jeunes se disent que le plus important sur le terrain, c'est le basket, c'est pas les chaussures. Ouais. Et que les coachs fassent l'effort d'apprendre et de former nos jeunes. Pour moi, c'est important. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Malheureusement, Mike, cette émission elle va arriver à sa fin. J'ai pris beaucoup de plaisir à t'avoir avec nous. J'espère que toi aussi. Je finis sur une petite citation. Carpe diem. Que le jour présent sans te soucier du lendemain. C'est vraiment la devise de Mike Pietrus, c'est ce qu'il a incarné pendant toute sa carrière. Et je pense que à travers cette interview, ce petit passage qu'on a eu ensemble, vous allez beaucoup apprendre. Je remercie encore toute la régie, toutes les personnes qui sont sur ce projet avec nous, qui nous accompagnent. Je vous invite à nous suivre vraiment sur nos réseaux sociaux, un petit peu partout. OK? Merci beaucoup et à bientôt, Mike. Air Force, il était là. Until next time. Oh!